ça vous montre le cheminement intellectuel du chercheur et quelque part du jeune chercheur que j'étais à l'époque, et comment on peut en tirer des leçons par rapport aux autres maladies émergentes. Et puis après, on parlera d'Ebola. Alors si on revient sur le VIH-Sida, comme vous savez, le diagnostic de la maladie, c'est en Occident, dans les années 1980, chez les gays. Bon, on trouve le virus en 83, 2 ans après, ce qui n'est pas si mal, 3 ans presque, et l'épidémie africaine, hétérosexuelle, on ne la diagnostique qu'en 84. Et ça, c'est un élément clé, parce qu'on dit, ouais, l'origine du sida, c'est l'Afrique, mais finalement, la découverte de la maladie, c'est l'Occident en 1980. Il y a déjà quelque chose qui est intéressant à noter. On trouve un deuxième virus du sida en 85, et puis plus récemment, on s'aperçoit que le HIV1 a plusieurs groupes. Le groupe O, c'était pour outlier, N, c'était parce que c'était non O, non M, M étant le groupe majeur, celui qui est responsable de la grande pandémie, et puis on a encore trouvé un autre groupe en 2009, et on va voir à quoi ça correspond. Comme vous savez, l'épidémie du groupe M est majeure, et puis à côté, donc les autres groupes, avant tout autour du Cameroun, avec le groupe O, N et P. Et ce qui est intéressant, là encore, en termes de surveillance épidémiologique, et là aussi c'était une grande faille, c'est que tous ces cas, ces nouveaux groupes, ont été diagnostiqués chez des Camerounais vivant en Europe, en Belgique et en France. Parce que là aussi, ça montre la faiblesse des systèmes de surveillance épidémiologique. Et comment on a mis ça en évidence? Quand on suivait des patients HIV, quand on mesurait le taux de virus dans le sang, la charge virale pour les mettre sous traitement, on s'apercevait qu'ils avaient une charge virale négative, alors qu'ils avaient des CD4 très bas. Et donc, bizarre. Donc, ils sont aperçus que c'était parce que c'était un variant et qu'on avait des tests faux négatifs avec les tests de mesure de la charge virale. Donc, c'était des moyens indirects, parce qu'on avait accès au traitement, parce qu'on avait accès à la charge virale, de pouvoir faire le diagnostic à ce moment-là de variants du HIV1 qui avaient des conséquences, parce que quand on est infecté par le HIV1 du groupe O, il y a une classe d'antirétroviraux qui ne fonctionne pas, alors que ça correspond à finalement très peu de mutations génétiques. Donc ça, c'était... Alors, pour revenir sur l'origine et l'importance du monde animal. On est dans les années 83, on vient de découvrir le virus, on s'aperçoit que c'est un lentivirus. Dans les lentivirus, il y en avait dans le monde animal, chez les chevaux en particulier, chez le chat, etc. Et puis on trouve en 83 un macaque qui a le sida. Et on se dit, voilà, donc c'est sans doute le macaque. On s'aperçoit que le virus est différent d'une autre, et il est très proche du HIV2. Et on s'aperçoit dans un deuxième temps que en fait, ce macaque a été infecté par le SIV, le S pour simian, du mangabé, et que en fait, le macaque n'est pas l'hôte naturel de ce virus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait la maladie. Il a été infecté en captivité par les colonies de mangabé. Donc il y a eu beaucoup de recherches. On a trouvé d'autres SIV chez les singes verts en particulier. Et c'est en 89 qu'on va trouver un HIV1 proche de l'homme. Alors quand on fait des recherches comme ça sur l'origine, d'abord il faut s'intéresser, est-ce qu'une transmission de l'animal à l'homme est possible? Et bien évidemment, par rapport aux singes, et là c'est des photos qu'on avait prises au Gabon et au Cameroun, il faut savoir que la viande souvent les singes sont considérés comme de la viande de brousse, hein, c'est une source de protéines importante, et on va tuer l'adulte, et puis on va récupérer le bébé, et il va vivre comme un animal domestique, et donc il peut mordre, etc. Et puis lorsqu'on va préparer la viande de brousse, bien sûr, on peut se donner des coups de machette, on peut se blesser, donc de sang à sang, oui, c'est plausible de s'infecter par n'importe quel agent microbien, dont le virus du sida. Alors si on revient sur l'histoire, comment, en tant que jeune chercheur, on va commencer à s'intéresser à l'origine. À l'époque, j'étais parti à Franceville, hein, j'étais en disponibilité d'internat, on m'avait dit, on a des premiers tests sérologiques, ça serait bien, on cherche un volontaire pour aider à faire les enquêtes épidémiologiques, les premières enquêtes épidémiologiques. Et puis, c'était un centre assez sophistiqué, un centre de primatologie, et puis on reçoit une petite guenon, enfin, elle avait déjà 4 ans, qui était élevée par des Blancs qui vivaient à Libreville, élevée comme un animal domestique, enfin comme une petite fille, hein. Il y avait son nom, Amandine, elle était habillée comme une petite fille, c'était quand même très lourd comme transfert, et les parents, entre guillemets, nous amènent la guenon, elle avait des ganglions, donc je fais une ponction lombaire, on a cherché, puis on a fait la sérologie, boum, elle était séropositive.
C'est la première fois qu'on voyait un chimpanzé et surtout un animal qui avait une sérologie HIV1 séropositive. Et puis on a continué à travailler dans les villages, et puis il y a à l'époque on appelle ça des VSN, des volontaires qui revenaient d'une route du côté d'Okanja, par ici, sur cette route, et puis ils ont récupéré une petite guenon qui avait été blessée parce que les chasseurs avaient tué la mère, et là encore, ils l'ont amené au centre, on l'a testé, séropositif. Et donc on avait une piste, en disant, ben voilà, ça y est, on a trouvé l'origine. Sauf que c'est pas si simple. Pourquoi c'était pas si simple? Parce que quand on a été sur le terrain des enquêtes de sérologiques, on s'est dit, bah, dans l'environnement, les gens doivent être infectés. Bah non, personne n'était infecté. Et puis quand on a fait les enquêtes de prévalence au Gabon, à l'époque, il n'y avait quasiment pas de sida. L'infection en zone semi-rurale était de 0,5%, donc c'était pas l'image, toute l'Afrique est infectée, c'était vraiment, ça avait strictement rien à voir. Et puis surtout, quand on a fait la séquence, on s'est aperçu que ce virus n'avait rien à voir avec le virus qui infectait l'homme. Et on retrouve là aussi quelque chose par rapport à l'origine du Covid, c'est qu'on trouve des virus très proches dans le monde animal, mais ce n'est pas forcément le virus qu'on va retrouver chez l'homme. Et on est en 89, et puis ça a traîné pendant une quinzaine d'années pour essayer d'avancer. Pourquoi ça a traîné? Parce que d'abord, on a commencé à travailler, bien sûr, sur les animaux de captivité. Donc, il y a eu les deux du Gabon, il y a eu le Centre Pasteur du Cameroun qui avait isolé d'autres souches, et on les voit sur cet arbre phylogénétique. C'est toujours très important de croiser. Vous voyez, le HIV1 du groupe M, vous l'avez ici, puis la souche du Gabon que j'avais prélevée, bah, c'était entre les autres. Les souches du Cameroun, CAM, c'était également entre les autres. Donc, ce n'était pas exactement la même chose. Puis, chose très intéressante, quand on se met à travailler avec d'autres disciplines, on s'aperçoit que les chimpanzés, c'est compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué, mais il faut connaître. C'est-à-dire que vous avez 4 sous-espèces. Vous avez l'espèce d'Afrique de l'Ouest, le virus, et puis vous avez celle de l'Afrique centrale, le troglodyte troglodyte. Ici, vous avez une rivière qui est une barrière d'espèces qui coupe le Cameroun en deux, avec de l'autre côté l'espèce Velerosus, qu'on appelle Elioti maintenant. Et puis vous avez le fleuve Congo avec l'espèce en bleu qui est le Swan Forty. Et vous apercevez que les différentes sous-espèces de chimpanzés sont infectées par des familles de SIV différentes. Enfin, celle au nord de la Sanaga, aucune infection. Celle de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des milliers de prélèvements, aucune infection. Et le Swan Forty, une souche, SIV-CPZ Ant. Ant, c'est pour Antwerp, pour Anvers. À l'époque, je faisais mon postdoc à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, et je lui ai dit, ça serait bien qu'on prélève les chimpanzés du zoo d'Anvers. Et on est tombé comme ça sur un chimpanzé qui avait été saisi par les douanes en provenance du Zaïre. À l'époque, on parlait encore du Zaïre. Et c'était cette souche HIV. Là encore, c'était une séropositivité HIV1, mais là encore, ce n'était pas la souche qui infectait la majorité des hommes. Donc on se retrouvait avec ce fait. On avait des souches HIV1-like, mais pas la souche. Et puis, c'était des animaux domestiques. Et donc, si c'est des animaux domestiques, est-ce qu'on est sûr qu'ils ont été contaminés dans la nature? Donc, il y avait toutes ces questions auxquelles il fallait répondre. Et pour y répondre, bien sûr, c'était de travailler in natura. Mais vous êtes confronté à des espèces protégées. Donc, vous êtes jeune, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas nuire? Où peut-on avoir du matériel génétique? Alors, on s'est associé avec Béatrice Hahn. Elle avait une piste, c'était essayer de récupérer l'urine des chimpanzés. Alors, une sorte de parapluie retourné sous le nid du chimpanzé pour récupérer le pipi du matin. Bon, c'était pas très opérationnel. Et puis, finalement, on s'est dit qu'il y avait d'autres moyens. Donc là, c'est quelques photos, vous montrez la réalité hein, en Afrique centrale, vous la connaissez. Donc, comment atteindre ces populations si excentrées et surtout qui sont en danger. Donc si on s'était amusé à récupérer par exemple une goutte de sang sur les marchés, de facto, on aurait encouragé le trafic. Donc d'un point de vue éthique, on ne pouvait pas se le permettre. Si on avait utilisé des fusils pour endormir les primates, comme vous avez vu, ils sont en hauteur. En tombant, ils se seraient blessés. Ce n'était pas opérationnel non plus. Et donc, après avoir essayé l'urine, la révélation est arrivée des fesses. Et donc, c'est sûr que ça a été, c'est une technique, et maintenant une technique générique, qui est utilisée énormément dans la surveillance in natura sur les émergences, parce que c'est utilisable pour le HIV, mais également pour plein d'agents.
y compris les bactéries. Et le principe en est très simple. D'abord, vous collectez les sels dans un conservateur, le RNA Letter, donc c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de chaîne de froid. Et puis à partir d'une selle, ce qui est assez extraordinaire, vous pouvez faire une sérologie, vous pouvez faire bien sûr tout ce qui est amplification génique, séquençage, etc. Mais si vous faites de l'épidémiologie, vous pouvez faire le diagnostic avec le DNA mitochondrial de l'espèce et même de la sous-espèce. Et puis également, c'est les techniques de police médicale, judiciaire, vous faites les microsatellites et vous faites le diagnostic de l'individu. Et donc comme ça, vous avez vraiment un outil épique qui va vous permettre d'avancer. Donc ça a mis pas mal de temps avant de mettre au point cette technique, mais une fois qu'on a eu cette technique, on a pu, avec les collègues du Cameroun en particulier, commencer à faire des enquêtes in natura et organiser ça de façon systématique en collaborant avec le ministère des Eaux et Forêts, avec les organisations de protection de la nature, avec nos méthodes non invasives, donc en essayant de repérer les sels. Là, c'est autour des nids, bien sûr, on a plus de chances d'avoir le petit caca du matin. Et puis, avec ça, c'est l'équipe qui travaille toujours. Donc, c'est Ethan Poudi, c'est Aimé, c'est Joseph, ce sont des gens qui continuent à travailler sur le terrain, et depuis 2003, on a collecté près de 20 000 échantillons différents, vous voyez. Donc à chaque fois, on fait GPS, on fait caractérisation de l'individu, recherche de virus, etc. C'est comme ça qu'on a pu avancer sur la compréhension. Et pour faire l'histoire courte, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous analysez les virus des chimpanzés, vous vous apercevez qu'il y a une phylogéographie. Alors ça, et donc, quand on a analysé cette colonie de chimpanzés, on s'est aperçu qu'elle était affectée par un SIV qui faisait le même cluster avec le HIV1 du groupe M. Par contre, les colonies d'à côté, c'était un virus qu'on retrouvait dans l'arbre phylogénétique, mais qui était un HIV1-like qu'on n'a pas retrouvé chez l'homme. Donc ça veut dire que ça pourrait. Par contre, pour le groupe N, c'était des chimpanzés autour de la réserve du Ndja. Et on voit que chaque groupe correspond à un épisode de passage du chimpanzé à l'homme. Donc ça, c'était très intéressant. Chez les Swan40, ça c'est l'équipe de Béatrice Anne qui a fait ces analyses. Elle a retrouvé toujours autour du SIV-CPZ Ant, et puis toujours au nord de la Sadaka, rien, et en Côte d'Ivoire, rien. Donc avec cette phylogéographie, ce qui est assez extraordinaire, il a été possible de localiser la colonie de chimpanzés qui était porteuse du virus identique à celui qui a infecté 70 millions de personnes en 30 ans. C'est assez extraordinaire de voir comment, c'est des milliers de prélèvements, mais pas mal de temps. Et donc quand on regarde encore, quand on prélevait des selles de chimpanzés, bien sûr on prélevait aussi des selles de gorilles, et on s'est aperçu, et ça c'était une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, et on s'est aperçu que les gorilles eux-mêmes étaient porteurs du groupe P et du groupe O. Et toujours en Afrique centrale de l'Ouest, alors que les gorilles des montagnes, eux, étaient tous négatifs. Donc voilà des méthodes simples de phylogéographie génétique, enfin simple entre guillemets, qui vous permettent quand même d'arriver très très loin sur le diagnostic de l'origine d'une épidémie de façon très importante. Là, on parle de l'origine du virus plutôt que de l'origine de l'épidémie. Parce que le point clé, après, c'est comment on va expliquer tout ça. Donc on sait que le SIV-CPZ a infecté l'homme pour les groupes NN. Quand on fait de la phylogéographie, on s'aperçoit, phylodynamie plutôt, on s'aperçoit que l'ancêtre du SIV-CPZ est probablement l'ancêtre du SIV-GOR, et que le chimpanzé a dû infecter le SIV-GOR, qui ensuite, le gorille, nous a infecté des groupes O et P. Et quand on va plus loin, ça c'est intéressant, on avait testé beaucoup de petits singes, et on s'est aperçu que le virus SIV, CPZ, donc notre HIV1, c'est le même, hein, on change de nom parce qu'on change d'hôte, mais c'est le même virus, est un virus recombinant. Ce n'est pas un virus naturel chez le chimpanzé. Et c'est un virus recombinant d'autres virus de petits singes. Et on s'est aperçu que quasiment tous les petits singes étaient porteurs de sa propre lignée de SIV. Et on a un virus chimère qui comprend 3 portions différentes du moustache, du nez blanc et du redcap mangabé. Et donc il a fallu cette recombinaison génétique, cette adaptation chez l'autre, avec une modification, par exemple le gène NEF, et qui va faire que ce virus s'est adapté
chez le chimpanzé, et c'est pour ça qu'il est devenu si efficace ensuite chez l'homme. Et alors que le virus du Red Cap Mangabé, en passage direct chez l'homme, peut-être n'aurait rien donné, parce qu'il n'y avait pas tous ces facteurs d'adaptation. Il a fallu vraiment qu'il y ait ce passage chez le chimpanzé, cette adaptation chez le chimpanzé d'un virus chimère. Et donc, ça, c'était aussi une avancée très importante sur comment comprendre. Et vous voyez à quel point ça peut devenir complexe une fois qu'on trouvait l'hôte porteur de la souche originale, que finalement, l'histoire n'est pas forcément totalement finie et qu'il faut remonter encore plus loin. C'est pas un hôte naturel, le chimpanzé, puisqu'on voit que c'est un virus recombinant. Et alors, quel est l'impact? Et là, on est vraiment dans le One Health, c'est la santé animale, et on s'aperçoit que, contrairement à ce qui était dit, les SIV sont pathogènes pour les chimpanzés. Et ça, c'est l'étude faite par Béatrice Anne avec Jane Goodall, que vous connaissez. Donc, il y a ces colonies de chimpanzés qu'elle a suivies pendant des années et des années. Simplement par la collecte des fesses, elle a pu diagnostiquer les séropositivités, et elle a fait ensuite l'analyse qu'elle a corrélée avec la mortalité. Elle s'est aperçue qu'il y avait une surmortalité des chimpanzés qui étaient SIV positifs. Et tout ça de manière non invasive à partir de la collecte des fesses. Donc c'était quand même aussi des avancées très importantes. Et puis notre équipe également a pu mettre en évidence un cas de sida chez un petit chimpanzé qui est infecté par le SIV CPZ CAM. Donc clairement, le SIV a un impact également chez les chimpanzés. Alors, quand on revient sur notre histoire, vous savez que le virus HIV se replique très rapidement, qu'il y a des erreurs de la reverse transcriptase, que ça va finir par faire des sous-types, les A, les B, les C, et puis on s'aperçoit qu'ensuite l'épidémie va donner des sous-types, des variants, pour parler moderne, et puis un sous-type va rentrer dans un circuit de contamination, et puis va devenir majoritaire. Par exemple, le variant sud-africain, le sous-type C, il est majoritaire parce que le circuit de contamination fait qu'il y a une multiplication avec la même souche autour et par un circuit dans lequel il n'y a pas eu introduction d'autres virus. Dans le cas du rouge, le sous-type B, c'est la contamination via les gués, puis après sanguine, etc., qui a fait que ce sous-type était très majoritaire en Occident. Et là, c'est intéressant également, clin d'œil vers le Covid, c'est qu'on voit que le variant, quand on a vu ça, on s'est dit, mais le sous-type C explose en Afrique du Sud. Est-ce que ce n'est pas le sous-type C qui a des propriétés biologiques différentes? Est-ce que le variant, le sous-type, est marqueur d'une épidémie, de réseau de contamination, ou est moteur de l'épidémie, c'est-à-dire qu'il a des propriétés différentes? Toute la problématique actuelle. Et on s'est aperçu que ce n'est pas le virus, mais c'était le circuit, l'environnement qui faisait qu'il était devenu prédominant, et pas du tout les caractéristiques acquises par le sous-type C par rapport aux autres sous-types. Vous voyez, donc là aussi, il faut toujours réfléchir au virus dans un environnement avant de dire c'est le variant qui est le plus transmissible. C'est possible, mais c'est pas, et ça ne suffit pas à tout expliquer. Donc, et ce qu'on aperçoit également quand on fait de l'épidémiologie moléculaire, qu'on étudie tous les variants, on s'aperçoit que là où il y a la plus grande diversité, donc à partir du moment où les virus ont commencé à se diversifier, c'est l'Afrique centrale et c'est Kinshasa. Alors là, comment finalement s'est fait cette diversification et comment peut-on avancer sur cette origine? Et alors là, on a d'autres méthodes, ce sont les méthodes d'horloge moléculaire. Comme on a un taux de réplication connu, un taux d'erreur connu, eh ben, il y a ces calculs mathématiques vont vous permettre de remonter à l'ancêtre commun à tous les sous-types. Et compte tenu de la durée, le taux de diversification dans le temps, on peut remonter, savoir à partir de quand la souche initiale a commencé à se diversifier. Et les équipes qui ont travaillé sur ce sujet, c'est pas les nôtres, hein, mais toutes les équipes qui ont travaillé dessus retrouvent les années de 1920. C'est la date à partir desquelles le virus, une fois qu'il est passé chez l'homme, il a commencé à se diversifier. On sait également que l'épidémie était plus ancienne que les cas de 1980, puisque sur des sérums anciens congelés, même sur des biopsies de l'Institut, l'INRB de Kinshasa, des biopsies de Kaposi, on a vu qu'il y avait du HIV, qui était du HIV1 groupe M, et donc il y avait déjà de l'infection dans les années 60. Et puis il y a ce cas de ce malade norvégien, vous avez peut-être entendu parler. C'est un marin norvégien qui était dans le golfe de Guinée, qui est rentré au pays,
Puis il est mort d'une maladie bizarre, et puis les médecins se sont dit, donc, on va quand même conserver le plasma, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on va trouver ce que c'est. Et effectivement, 30 ans plus tard, ça a été dépisté comme étant un HIV1 du groupe O. Vous voyez, donc c'est comme quoi anticiper quand on ne sait pas sur qu'est-ce que ça pourrait être plus tard, c'est toujours très intéressant pour comprendre les épidémies. Donc vous voyez, donc un début de divergence vers les années 1920 dans la population. Donc là aussi, on voit bien que c'est pas seulement le virologue, c'est pas seulement le primatologue, il faut vraiment qu'on soit ensemble pour arriver. Alors, une fois que j'ai dit ça, quand même bizarre notre histoire, parce que on trouve que l'épidémie des virus, enfin l'origine des virus, c'est le sud Cameroun, dans ces colonies de chimpanzés. Et l'épidémie, l'épicentre en Afrique, c'est Kinshasa. Et puis au Cameroun, il n'y avait pas d'infection, finalement, quand on a fait ces analyses. Comment est-ce possible? Alors là, bon, les historiens sont de la partie et ils vont nous expliquer que pour sortir de la forêt, et pas seulement les géographes de la santé, surtout, ils vont nous dire qu'il faut des routes. Et donc, très probablement, il y a dû y avoir des étincelles, mais pas d'incendie. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des passages du singe à l'homme, au fin fond de la forêt du Camerounaise, mais après, au niveau d'un tout petit groupe, soit la personne mourait très tôt, soit le groupe disparaissait, mais il n'y avait pas les moyens que le virus sorte de la forêt. Ce qui s'est passé, c'est bien sûr les routes créées au moment de la colonisation, de l'exploitation de l'ivoire, du caoutchouc, etc. Là, vous avez une carte faite par un doctorant géographe de la santé qui nous a fait, donc là c'est l'endroit où il y avait des colonies de chimpanzés. Vous voyez que dans les années 50, il n'y avait pas de lien avec Yaoundé, il n'y avait pas finalement de ces animaux infectés pour qu'ils aillent vers des zones urbaines et que ce passage du singe à l'homme soit plus fréquent en zone urbaine. Non, la seule voie de communication qu'il y avait au début du siècle précédent, c'est un affluent du fleuve Congo qui, pour le trafic, enfin on n'appelait pas le trafic à l'époque, pour le commerce de l'ivoire, empruntait cet affluent pour arriver à Kinshasa. Et donc très probablement, c'est soit un homme infecté, soit le chimpanzé lui-même est arrivé à Kinshasa et a contaminé quelqu'un, soit en la préparation de la viande de brousse ou autre. Vous voyez, et ça a été vraiment confirmé par les historiens. Kinshasa, dans les années 1900, c'est un tout petit bled. Il n'y a rien. Il y a un tout petit village. Et puis progressivement, de par le développement colonial, avec en particulier cette exploitation commerciale du caoutchouc, migration de beaucoup d'hommes seuls, une urbanisation vraiment massive, explosive, une population qui explose. Et puis avec une balance avec beaucoup de mecs et ce qu'on appelait pudiquement des femmes libres, et donc une prostitution importante, un taux très élevé de maladies sexuellement transmises, qui sont un facteur favorisant, comme vous le savez, de la transmission du VIH, et puis un contexte culturel différent, puisque à Kinshasa, ça a flambé, et juste en face, comme vous le savez, il y a Brazzaville, et là, on se dit, ouais, mais pourquoi? C'est bizarre, ça. Il y a des échanges entre Brazza et Kinshasa, puis finalement, ça n'a pas flambé à Brazzaville, et donc là aussi, il va y avoir des différences sociales au niveau de la gestion des maladies sexuellement transmises, au niveau du déplacement des populations, qui peuvent expliquer pourquoi ça va flamber d'un côté et pas de l'autre côté. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement le virus, c'est vraiment l'environnement qui fait énormément. Il y a des traitements de masse qui ont été utilisés, et donc bien sûr sans doute des infections nosocomiales, malheureusement. Hein, ça c'est des vieilles photos sur le traitement de masse, par exemple, de la maladie du sommeil. Il faut savoir qu'à l'époque, Jameau, qui est si célèbre au Cameroun, n'avait que 3 aiguilles, 3 seringues pour traiter les personnes. Ce pas des méthodes qui étaient spécifiques à la coloniale, entre guillemets, mais qui étaient également les méthodes de l'époque. Hein. Donc c'est vrai qu'il fallait faire bouillir, etc. Mais on imagine bien que dans la masse, on pouvait peut-être aller un peu vite et risquer de transmettre n'importe quelle infection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Là, c'est également des cartes qui vous montrent grâce à la phylogéographie, l'analyse moléculaire des souches, on voit à partir de quand elles se sont diversifiées, on voit qu'il y a eu les chemins de fer, etc. Et on voit à partir de quand le virus va arriver à Lubumbashi, à Pointe-Noire, et va commencer à se développer. Puis en 1960, c'est l'indépendance. Ça se passe vraiment mal. Il y avait, les Belges n'avaient pas vraiment formé de cadre. Donc l'ONU a fait appel aux Haïtiens, francophones, bien formés. Et puis, il y a eu effectivement une arrivée massive de coopérants haïtiens également au moment de tous ces troubles.
Là, c'est pour juste une illustration, parce que des fois, vous faites de la phylogéographie, vous dites la phylogénie, mais à quoi ça sert, ces trucs-là, etc. Ben là, c'est pour vous montrer, à partir des souches qu'on avait collectées à Kinshasa, avec l'INRB, on a travaillé avec différents biomathématiciens. Ils ont été capables de remonter l'arbre phylogéographique de l'ancêtre commun de 1920 et de dire à partir de quand les souches sont arrivées à Moujimaï, à Pointe-Noire, etc. Et de vous faire vraiment la cartographie de l'évolution de la souche en fonction des lieux géographiques, et ce qui nous renseigne de façon extraordinaire sur la diffusion de l'épidémie. Donc, c'est une application totalement pratique des choses théoriques que vous pouvez et que vous avez dû apprendre. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment se fait l'épidémie? Donc, on a vu que le virus, il vient d'un endroit, il arrive dans un autre endroit, et puis le virus va se développer et va devenir épidémique. Et alors là, vous retrouvez ce qui est vraiment typique dans les maladies infectieuses, c'est les interactions entre le virus, l'hôte et l'environnement, sachant que certains virus vont s'adapter, d'autres ne vont pas s'adapter. Il y a le fitness, il y a beaucoup de facteurs, et puis il y a de nos propres défenses, les facteurs de restriction, je vous la fais courte, qui fait que certains virus ne vont pas pouvoir passer, que d'autres vont réussir à se développer. Concernant le VIH, les facteurs liés au virus, il y a un facteur clé, et une grande différence par rapport à d'autres, c'est la latence clinique. 5 ans d'incubation pendant lequel on va bien apparemment, et on a le virus, fait qu'on va diffuser le virus facilement sans s'en rendre compte. Et quand on voit qu'il y a des cas, c'est la partie visible de l'iceberg, il est déjà trop tard. Alors que dans des maladies avec très courte période d'incubation, comme Ebola, il y a superposition quasiment entre cas cliniques et épidémie. Vous voyez ? Il y a le taux de virus, bien évidemment. Si on n'est pas traité, le taux de virus est important. Il y a le comportement. Et puis, il y a des facteurs comme la circoncision, qui sont des facteurs traditionnels. La circoncision est un facteur protecteur. Et donc, si on n'est pas circoncis, on a un risque multiplié par 6, 7 d'être plus infecté que si on était circoncis. Donc, l'herpès virus est un facteur également qui va intervenir. Qui explique que quand on compare pourquoi l'épidémie a flambé en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud et pas en Afrique de l'Ouest, les deux facteurs clés qu'on retrouvait, c'était le taux d'herpès et la circoncision. Et puis bien sûr, il y a tous les facteurs liés à l'environnement, au contexte économique, démographique, politique. Et parmi les causes politiques, bien sûr, il va y avoir le déni politique. Je n'ai pas le temps de tout vous présenter, mais le déni politique a été un élément majeur, aussi bien en Occident, les 4 H, avec la stigmatisation, qu'en Afrique, avec le président sud-africain qui disait que le HIV, ce n'était pas la cause du sida, qu'en Russie ou en Chine plus récemment. Quand on revient sur la façon dont ça a flambé un peu partout, on s'aperçoit entre 86 et 2001, on voit que c'est vraiment très hétérogène, et c'est pour ça qu'on va retrouver différents facteurs dont je viens de vous parler. Et donc, on ne va pas les passer en revue, mais regardez la route du cuivre, par exemple, donc les chauffeurs routiers qui suivaient cette route et qui, malheureusement, apportaient l'infection, contaminaient les prostituées. Vous voyez, des chiffres qui paraissent totalement incroyables aujourd'hui, mais près de 80% des prostituées, dans certains endroits, étaient séropositives. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer à quel point l'épidémie a été dramatique et assez fulgurante pour beaucoup de groupes vulnérables. Donc, maintenant, comment le virus a quitté l'Afrique? Donc, il y avait les Haïtiens dont j'ai parlé, et effectivement, par l'analyse des souches, on s'aperçoit que le virus a commencé à se diversifier en Haïti dans les années 60-70, et puis après, il est passé au niveau des USA. Et donc ça, c'est un élément très important. Pourquoi Haïti a été une plaque tournante? Parce que Haïti avait deux enjeux. D'abord, c'était un endroit de tourisme sexuel et plutôt homosexuel. Et puis également, c'était un endroit où il y avait une société, Mokarabine, qui faisait du trafic de sang. Près de 6000 litres de sang par mois étaient exportés vers les Amériques. Donc c'est totalement hallucinant, mais c'est vraiment dans des chiffres d'archives du sang qui était bien sûr non testé par rapport à HIV, par rapport à hépatite, etc. Donc vraiment une plaque tournante, et on revoit la vulnérabilité associée à un fait de société qui était dans les années 80, la libéralisation des homosexuels après des années et des années d'oppression, et donc une grande liberté sexuelle avec beaucoup de partenaires différents qui faisait que n'importe quelle maladie sexuellement transmise ne pouvait que se développer. Donc, et après, la stigmatisation des populations, des homosexuels, des hémophiles, des haïtiens, qui ont favorisé également leur mise au banc
et également la diffusion de l'épidémie, ce qui explique également pourquoi il y a eu, entre autres, des mouvements aussi virulents d'ACT UP pour la défense des patients. Donc vous voyez, il y a énormément de facteurs qui vont intervenir pour que finalement l'épidémie devienne mondiale, alors que intrinsèquement, ça n'aurait pas dû se faire. Mais l'accumulation de coïncidences, de modifications sociales, etc., font que ça va devenir pandémique. Et vous voyez à quel point, finalement, notre virus, qui est si fondamental, n'est qu'un élément dans un contexte mondial. Là, c'est juste un point sur, par exemple, le fameux patient zéro, qui n'était pas le fameux patient zéro. En fait, sur la carte, c'était patient O. C'était comme ça qu'il était marqué, le steward canadien, et qui était accusé d'avoir contaminé énormément de monde. Et puis après, par la phylogénie, on a pu montrer que finalement, c'était qu'un des maillons de la chaîne et qu'il était une victime comme les autres, et ce n'était pas un super sprider à mettre au banc des accusés. Alors, une fois que j'ai dit ça, est-ce que l'épidémie peut se procurer, est-ce que ça peut survenir une nouvelle fois? La réponse est oui, et sans doute de plus en plus, parce que la viande de brousse est de plus en plus utilisée, parce que c'est une source de protéines, parce qu'il y a la pauvreté, parce que l'exploitation des forêts ne fait qu'empirer, même si on crée des réserves, entre guillemets, c'est très hypocrite, parce que les routes sont de plus en plus construites, et donc les virus de la forêt sont de plus en plus proches de la ville, et inversement sur la faune. Les virus de l'homme, ou les bactéries ou les microbes de l'homme, sont de plus en plus proches des espèces protégées. Et donc on a aussi un rôle de contaminant, nous autres les hommes. Il ne faut pas oublier que ça va dans les deux sens. Et on a une responsabilité aussi par rapport à la faune. Donc pourquoi ça pourrait se reproduire? Quand on a fait ces études sur tous ces petits singes, on s'est aperçu que, comme je vous le disais précédemment, chaque petit singe a sa propre lignée de rétrovirus. Là, vous avez le groupe du Suki-Mangabé qui a donné le HIV2, le groupe du HIV1 avec le gorille et chimpanzé, mais vous avez le mandrill, vous avez le nez bleu, etc. Et donc, pourquoi pas, sur lymphocytes, toutes ces souches ne poussent pas forcément, mais certaines poussent, et on peut très bien penser qu'il pourrait y avoir des passages du singe à l'homme ou des recombinaisons et entre espèces créant des virus recombinants. Et donc il y a tout un tas de points de recherche sur les facteurs biologiques qui pourraient faire qu'un virus devienne infectant chez l'homme. Les autres éléments, c'est que, bien sûr, c'est ce que je vous disais, hein, là c'est une illustration de ce que je veux dire, sur l'adaptation virale et les facteurs de restriction qui vont être fondamentaux pour éviter qu'un virus ne nous contamine. Alors, est-ce que sur ce risque, le problème qu'il y a, c'est comme je viens de vous le dire, il y a de plus en plus d'échanges, de consommation. Les personnes infectées par le HIV, même si ces petits SIV ne sont pas directement transmissibles. On peut très bien dire que si on est HIV, on a un immunodéficit, si on n'est pas traité, et on peut très bien imaginer que ce rétrovirus simien pourrait se recombiner avec notre HIV1 et donner un nouveau virus qui pourrait être un HIV3. On a vu qu'il y avait plein de colonies de chimpanzés qui étaient infectées par des HIV1-like, et que si ça passe, ça sera un nouveau groupe, le Q, le R, le S, le T, et ça a une implication à la fois diagnostique. Ça peut donner des faux positifs en sérologie, des faux négatifs, je veux dire, des faux négatifs également pour la mesure de la charge virale, et surtout avoir des particularités par rapport à la réponse thérapeutique, sans parler bien évidemment de l'hypothétique vaccin que l'on attend toujours. Ça, c'est une illustration, ces photos de ces villages de forestiers où, malheureusement, il y a un taux de séropositivité très important maintenant, aujourd'hui, et que les facteurs qui vont favoriser cette dissémination, cette recombinaison au niveau de la forêt existent. Et ce que je vous dis là pour le HIV existe pour d'autres agents pathogènes, bien évidemment. Donc on est vraiment à un tournant depuis une trentaine d'années de notre environnement, et c'est ça qui fait le plus froid dans le dos. Et l'histoire du Covid aujourd'hui a le bon côté, si je puis m'exprimer comme ça, de révéler tout cela de façon extraordinaire, en montrant que ça touche tout le monde. Et c'est toujours l'éternel problème pour le HIV.
on a pu mettre en place un traitement parce que ça touchait l'Occident et les pays du Sud ont pu en bénéficier. Et on va le voir pour Ebola, on a commencé à s'intéresser à Ebola quand on a pensé qu'il y avait un risque planétaire. Et donc, le risque planétaire fait que on s'y intéresse vraiment de façon sérieuse, enfin. Quand on termine l'histoire là sur l'origine du VIH, on s'aperçoit quand même que ça a pris pas mal de temps. Donc on a mis 60 ans pour reconnaître la maladie, alors que du temps des médecins coloniaux, il y avait eu beaucoup d'alertes, enfin une dizaine d'alertes, de médecins qui disaient mais c'est bizarre, là on est à Kinshasa, on voit des groupes de patients qui meurent de maladies bizarres, c'est pas la tuberculose, c'est pas la cryptococcus, c'est pas la maladie du sommeil, il se passe quelque chose, etc. Ils n'ont jamais été écoutés. Il a fallu qu'il y ait les malades occidentaux pour qu'on se dise tiens il se passe quelque chose, il a fallu qu'on reçoive des malades zaïrois, comme on disait à l'époque, dans nos services à l'hôpital Claude Bernard à Paris pour se dire tiens il doit se passer quelque chose en Afrique. Mais avant on ne s'y intéressait pas. Il a fallu 4 ans pour isoler le virus, et puis on a mis 25 ans pour trouver l'origine du virus. Et quand on voit ces chiffres par rapport à ce qu'on a fait pour le Covid, on voit à quel point ça a été quand même très 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 rapide au niveau, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'origine, au niveau avancé, ça n'avait rien à voir quand même. Alors parlons d'Ebola. Ebola, comme je vous le disais, il y a eu cette crise de 2014 avec, si vous en souvenez, ces chiffres. Ebola est une maladie spectaculaire avec ses morts, avec ce sang, etc. Donc c'est des images qui frappent l'opinion publique. Et ce qui s'est passé, alors que c'est des épidémies qui, jusqu'à présent, bon, ça faisait un petit encart dans la presse, et encore. Et quand on fait l'histoire d'Ebola, la première épidémie reconnue, mais encore une fois, il y en avait sans doute depuis bien longtemps avant, et là aussi, on dit quand même, il a fallu les années 76 pour qu'on voit qu'il y avait une maladie et fièvre hémorragique qui était due à un virus bizarre. 76, c'est pas si vieux, même si vous êtes très jeune, c'est pas si vieux. Et donc, c'est l'histoire de ces bonnes sœurs. Et là encore, pourquoi on a envoyé une mission? C'était parce qu'il y avait des sœurs blanches qui sont mortes les unes après les autres. Donc l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a été sollicité, le CDC, l'OMS, etc. Ils sont arrivés à Yamboukou, à côté de la rivière Ebola, et ils ont fait les prélèvements qui sont ensuite partis au CDC, et ils ont mis en évidence ce virus que vous connaissez bien maintenant. Depuis cette date, sont connus une trentaine de pics épidémiques, majoritairement liés à la souche Ebola Zaïre, mais à côté vous avez une souche de Côte d'Ivoire où il n'y a eu qu'un seul cas chez une personne qui n'est pas morte. Il y a la souche Soudan également, en bleu, et puis la souche Reston, qui est une souche plutôt de laboratoire. Donc celle qui nous intéresse le plus comme souche, c'est la souche Zaïre, qui est la plus fréquente aujourd'hui. Donc les épidémies, jusqu'à présent, c'était des petits foyers épidémiques. Les spécialistes d'Ebola disaient d'ailleurs ça ne sera jamais un problème de santé publique. Ça sera une dizaine, une quinzaine, une trentaine de personnes qui vont décéder, mais on ne va pas plus loin. Il a fallu vraiment que ça se mette à éclater ici, et puis en 2018 dans toute cette région-là, pour qu'on se rende compte que ça pouvait être également un danger planétaire. Là, comment on va parler du Congo? Je vous ai mis cette carte pour vous montrer donc l'ensemble des épidémies qu'il y a eu. Vous voyez, par exemple, ici, 66 cas. L'Icati, 5 cas. Donc ça restait limité. Et puis, il y a eu une épidémie qui a duré au niveau de l'Équateur. On va en parler, de Bikoro. Et puis surtout, l'énorme épidémie qui vient de se terminer au niveau du Nord Kivu, de l'Ituri, dans une zone particulièrement complexe. Pourquoi? Parce que c'est la guerre, parce que c'est surpeuplé, et parce qu'il y a beaucoup d'échanges de population entre les différents endroits. Donc les conditions les plus favorables à ce qu'un virus puisse se développer ou qu'on ait plutôt du mal à le contrôler. Donc comment en tant que chercheur on peut ensuite être mobilisé, si vous voulez? On s'aperçoit qu'en 2014 il commence à y avoir la panique. À partir du foyer initial de la Guinée forestière, ici Kédougou, qui touche la Libéria et la Sierra Leone, le virus se met à diffuser avec des cas un peu partout. Et là encore, ce sont des frontières artificielles, hein, c'est lié de la colonie, parce que c'est le même peuple.
Et donc les échanges transfrontaliers sont énormes, et des personnes infectées sont allées vers les Monrovia, vers Freetown, voilà, et Conakry. Et puis après, au Sénégal, il y a eu des cas au Mali, il y en a eu au Nigeria, il y en a même eu 3-4 aux États-Unis. Le monde s'est mis à paniquer. Et c'est à ce moment-là que vraiment il y a eu des moyens et qu'un certain nombre de groupes a été mobilisés, dont le nôtre, pour essayer oui, pour aider à la prise en charge des patients initialement. Alors quand on revient sur l'origine des épidémies, le dogme à l'époque, c'était que chaque épidémie chez les humains, à chaque fois, c'était un événement de transmission zoonotique. Point. Alors, avec un réservoir, les chauves-souris a priori, mais on va voir que ce n'est pas si simple, que les chauves-souris pouvaient infecter des hôtes intermédiaires, les antilopes, les chimpanzés, que l'homme se contaminait soit directement par la chauve-souris, et soit en touchant des carcasses d'animaux décédés via une contamination des chauves-souris. Et puis que l'homme ensuite transmettait de contact à contact avec les facteurs d'urbanisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était le modèle jusqu'à un passé avant 2014. Alors comment l'homme s'infecte? Donc c'est la même histoire que pour les autres infections, soit par le contact direct, c'est très spectaculaire. Par contre, pour les chauves-souris, l'idée c'est qu'on soit les liquides biologiques, par les fécès, par les urines qui souillent les fruits, par la salive des animaux, et que si on passe juste après, voilà, on va être contaminé par ce virus au niveau des fruits souillés par les chauves-souris frugivores. Alors ensuite, on va regarder les chiffres, parce qu'il y a, de la même façon qu'on disait qu'Ebola Taille était un virus non pathogène, on s'apercevait que c'était basé sur le fait qu'il y avait eu une personne infectée qui n'était pas morte. Et donc, dans les livres anciens, vous verrez virus non pathogène. Maintenant, quand on regarde également sur origine zoonotique d'Ebola, qu'est-ce qu'on a comme élément objectif? Alors, on a les contacts avec des chimpanzés avec présence d'ARN viral. On en a sur la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Congo, sur la trentaine, c'est tout. Donc, c'est les chimpanzés ou les gorilles qui ont été contaminés. Donc, c'est un autre intermédiaire, c'est pas un réservoir puisqu'ils sont morts. Donc ça, on sait que c'est, mais ça ne donne pas la cause du réservoir. Il y a des contacts avec le singe ou d'autres viandes de brousse, mais ça, c'est très facile à dire. Tout le monde a des contacts avec le singe ou la viande de brousse, sans qu'il y ait eu d'authentification de quoi que ce soit. C'est simplement par l'interrogatoire, tu as été en contact, oui, voilà, bon, donc ça ne repose sur rien. Et concernant la chauve-souris, là, c'est encore plus léger. Il y a, par exemple, sur l'épidémie de Guinée, où on a dit que c'était une chauve-souris, ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que le cas index, l'enfant de 2 ans, jouait sous un arbre, un manguier, et que donc il aurait pu être contaminé par une chauve-souris de ce manguier ou par la mangue contaminée, etc. On n'a jamais vu de chauve-souris, les chauves-souris dans cette région ne sont pas, on n'a jamais eu en évidence le virus, on n'a pas d'éléments plus que ça, que l'enfant jouait sous un manguier, où il y avait des chauves-souris. Vous voyez à quel point finalement on est loin d'une preuve indubitable sur la contamination par la chauve-souris. Ce que l'on sait sur la chauve-souris, c'est qu'il y a une seule étude en 2003 qui a retrouvé des morceaux d'ARN, mais pas le virus entier, et ça n'a jamais été retrouvé par d'autres. On sait par contre qu'il y a des anticorps chez les chauves-souris avec des tests très spécifiques et sensibles, donc clairement la chauve-souris joue un rôle, et on sait que la chauve-souris c'est un réservoir de virus extraordinaire. Le Covid est là pour nous le montrer, pour nous le prouver, et qu'on a trouvé d'autres types de virus Ebola, le bombalivirus récemment, qui est un Ebola virus-like chez des chauves-souris d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a quand même beaucoup d'arguments pour dire qu'il se passe quelque chose sur la chauve-souris, mais comment et à quelle époque on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que chimpanzés gorilles, non, à cause de cette mortalité, c'est ce que je viens de vous dire. Par contre, c'est un facteur infectant important. Et donc, quand on fait le bilan sur le réservoir, aucun virus n'a été isolé d'un animal à ce jour. Aucun. On connaît mal l'écologie du virus Ebola. On a vu le rôle des chauves-souris, le rôle des primates non humains et des autres animaux comme facteur amplificateur, certes. Est-ce que ça pourrait jouer comme réservoir? Point d'interrogation pour certaines espèces. Et puis, il y a un nouveau paradigme dont je vais vous parler, c'est que finalement, les humains pourraient être réservoirs.
Et alors là, on change de paradigme parce qu'effectivement, on n'est plus dans une zoonose et tout l'intérêt d'être dans cette notion du One Health, parce que finalement, si on regarde qu'un petit bout de nos connaissances, on risque de se planter. Alors, comment on fait ces approches en pratique, hein? Là, c'est des photos prises par les collègues sur le terrain. Vous voyez le contact avec la chauve-souris. Vous voyez des enfants qui jouent, là, qui portent la chauve-souris comme un masque. Donc, vraiment, c'est une source habituelle de protéines. C'est des gens du village qui mangent une chauve-souris. C'est une source de protéines très, très, très importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à tester toutes nos enquêtes, hein, que nous avions fait pour la recherche du HIV, à la fois chez les petits singes, chez les grands singes également. Et puis, on s'est mis à également collecter des chauves-souris un peu partout. On n'est pas les seuls, et heureusement, il y a tellement de travail à faire que plus on est d'équipe, mieux c'est, à partir du moment où on respecte la nature. Et les techniques que nous utilisons font qu'on ne tue jamais les chauves-souris. Jamais. Elles sont prises dans des filets, c'est très complexe, et vous voyez, là c'est innocent et il a des gants très importants parce que s'il se fait mordre, il y a d'autres virus, bien évidemment, ils sont vaccinés contre la rage, bien sûr, tout le monde. Sinon, on utilise ces filets harpes, vous voyez, on ne les voit pas très bien, mais ici vous avez des filets comme une harpe, des cordes comme une harpe. Donc la chauve-souris, en sortant de la grotte, va buter contre ces cordes et vont s'assommer et vont tomber dans le sac en dessous. Et puis, on est toujours passionné par les crottes dans l'unité et on travaille également sur les fesses de chauve-souris. Sur les prélèvements, c'est un peu plus complexe hein, parce que on fait des prélèvements sanguins avec des gouttes de sang, et à partir d'une goutte de sang, on fait les PCR, on fait la sérologie, etc., les diagnostics d'espèces, parce que le monde des chauves-souris, c'est d'une complexité assez extraordinaire, c'est vraiment très, très particulier. On fait des swabs, des écouvillonnages oraux et puis rectaux, et puis comme pour les autres, on fait GPS, date, saison, taille, sexe, savoir si elle est enceinte ou pas. Et puis, ce qu'on a essayé de mettre au point, et ça c'est plus compliqué, c'est des enquêtes également d'investigation au moment des épidémies. On l'a fait à Licati, on l'a fait à Bikoro, on vient de la terminer au Nord Kivu. C'est quand même très très compliqué parce que d'abord c'est des endroits très excentrés. Hein, vous voyez, ça c'est les équipes de l'INRB. Voilà, donc ça c'est des voies vraiment, il faut mettre tout le matos d'isolement sur des motos. Donc c'est quand même sportif. Et puis, vous êtes dans un contexte de stigmatisation et d'hostilité potentielle des populations. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Et il faut vraiment bétonner avant au niveau information, autorisation, et le faire avant tout sous couvert et avec les autorités nationales. Là, c'est pour vous montrer des résultats qu'on a eus. Et donc, Audrey est une postdoc dans l'unité et Placide vient de terminer sa thèse. Il est parti au Congo. Donc, ils sont partis sur ces champs épidémiques et puis ils ont travaillé donc, sur les papiers filtres et puis sur les swabs. Et on n'a pas retrouvé le virus au moment de ces pics épidémiques. Par contre, on a retrouvé des séropositivités Ebola qui peuvent aller jusqu'à 10% dans certaines espèces, et en particulier chez les frugivores. Donc, on est toujours sur cette piste, mais à la quête du virus dans le monde animal, aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé, et toutes les équipes, et il y en a beaucoup, hein, qui essayent de percer ce secret, pour l'instant, s'y sont cassés les dents. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, hein, c'est les primatologues qui nous aident, c'est en fonction des saisons, en fonction du fait si elle est juvénile, si elle est prégnante, etc. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit prendre en compte pour étudier le portage potentiel viral des chauves-souris. Sachant que c'est un monde, comme je vous disais, qui est extraordinairement complexe, hein, ça représente, je crois, 30% des mammifères au monde, hein, donc c'est énorme, les espèces, les sous-espèces. On a prélevé 8000 chauves-souris, mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une goutte d'eau dans un océan. Et donc c'est là où l'ampleur du travail est vraiment énorme pour essayer d'y voir clair. À côté de ça, il y a les animaux domestiques qui pourraient jouer un rôle. Et donc là aussi, il y a d'autres équipes qui travaillent sur les animaux domestiques, les cochons, les chiens, etc. Tout comme le Covid, hein, rechercher d'autres mammifères qui puissent être porteurs et transmetteurs. Donc ça, c'est les résultats dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, en conclusion, quand on regarde sur ce réservoir, on est sûr, pour les grands singes et les petits singes, ce n'est pas un réservoir. On est sûr que les chauves-souris jouent un rôle.
mais on n'a pas trouvé le virus. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres animaux qui n'interviennent pas. On ne sait pas comment se fait la transmission au moment entre tous les animaux. Et puis, je vais vous parler du réservoir humain, qui est vraiment quelque chose qui vient de se produire il y a un mois et demi en Guinée. Donc la maladie à virus Ebola, jusqu'à présent, bah, vous avez cette image, c'est quoi? C'est quelqu'un qui saigne et qui va mourir. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça, avec une incubation de 2 à 21 jours, un coefficient de mortalité d'environ 80%, et une maladie qui au début c'est un syndrome fébrile, après ça devient une diarrhée fébrile qui devient saignante, et puis on commence à avoir des complications, et puis on va aller vers la mort. Donc ça c'est la forme classique aiguë sévère. Sauf que ce n'est pas exclusivement cette forme, mais juste pour mémoire, pour les gens qui se battent, c'est un virus qui, au début, c'est une grippe. Hein. Et ensuite, comme je vous disais, une diarrhée fébrile. Donc c'est non spécifique. D'où la problématique des soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins qui sont en première ligne. Et vous voyez, sur l'épidémie de Guinée, Libéria, Nigeria et Sierra Leone, 10% des morts étaient des personnels soignants, non protégés, non éduqués, etc. Ça, c'est une photo que j'avais prise en Guinée à l'époque quand j'y étais. C'est que vraiment, la non-spécificité des signes cliniques, avant que ça s'aggrave, fait que malheureusement, ce sont les soignants qui, au début de l'épidémie en tout cas, payent le plus lourd tribut à la maladie. Donc c'est dans ce contexte que, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'on va nous demander? Il y a l'INSERM, il y a la création d'une task force Ebola qui s'est faite avec une agence qui s'appelle à l'époque Reacting. Maintenant, Reacting a fusionné avec l'ANRS et ça s'appelle ANRS-NIE pour maladies infectieuses émergentes. Et donc, comme vous êtes jeunes, cette future agence, elle n'est pas future, elle est opérationnelle depuis janvier, va avoir des programmes de recherche et d'intervention, également de santé publique. Il y a un grand programme de 80 millions d'euros qui est en train de se mettre en place. Et donc, des appels à projets dans le domaine des maladies infectieuses émergentes. À l'époque, ça n'existait pas et c'était Reacting au niveau de l'INSERM qui faisait office de réponse aux épidémies. Donc, ils nous ont contactés en nous disant ben voilà, qu'il faudrait intervenir. Et ce qu'on a décidé au sein de l'équipe, c'est de se dire bon, il y a des ONG qui font un travail fantastique au niveau des centres de traitement ambulatoires. On ne va pas compliquer la chose. On va prendre en charge les survivants. Et effectivement, il n'y avait strictement rien pour les gens qui sortaient des centres. C'est comme si vous sortiez de Réa et après, démerdez-vous. Donc, ils avaient un peu d'argent et un sac de riz, point barre. Or, c'était des gens qui sortaient avec des séquelles, avec une stigmatisation énorme et perdaient leur boulot, etc. Donc il fallait mettre en place quelque chose. Et quand on travaille également dans des pays comme la Guinée qui n'étaient pas outillés, c'est également aider à ce que le pays devienne totalement autonome en renforçant les capacités et en formant. Donc on a écrit un projet qui était sur la prise en charge des séquelles, les conséquences psychologiques et puis étudier le portage du virus, entre autres, et puis également travailler sur le réservoir, puisque on avait cette expertise. Donc on a suivi les survivants. Là, c'est l'épidémie de Guinée. Il y a eu 3800 cas, 1270 survivants. C'est une étude pluridisciplinaire, et là, j'y tiens aussi, c'est le fait qu'on puisse travailler avec des anthropologues, c'est fondamental. Et c'est fondamental parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, et comme je vais vous le montrer. Donc on a travaillé sur différents CTE, ces centres de traitement d'Ebola, à la fois au niveau de l'épicentre de l'épidémie, et puis également autour de Conakry. On a suivi ces survivants. Alors, première constatation, donc il y a eu deux grandes études, celle de Prevel au Libéria et puis la nôtre, qui montraient que finalement, bah, c'est comme le Covid, hein. Il y a l'Ebola long et même l'Ebola très long. C'est-à-dire qu'en termes de séquelles, vous aviez différentes choses, et là aussi on découvre. Vous avez les gens qui sortent d'une maladie aiguë, ils vont avoir quoi? D'abord, une sorte de syndrome post-traumatique fait de douleur, d'anxiété, et vraiment de syndrome dépressif parfois, donc qui sont liés vraiment au choc post-hospitalisation. Et puis, vous allez avoir des manifestations liées à la destruction d'organes par le virus, une insuffisance rénale. Et puis, vous allez avoir des manifestations liées à la persistance du virus dans l'organisme. Et ce qu'on appelle les lieux de privilège humain. C'est-à-dire que comme vous le savez, pour éviter qu'on détruise une articulation, par exemple, la réponse immunitaire ne va pas être la même au niveau de l'œil, au niveau du cerveau.
Et donc on s'est aperçu que le virus pouvait rester au niveau de l'œil, au niveau du cerveau, et entraîner des manifestations de type douleur articulaire, de type troubles neurosensoriels, depuis troubles oculaires, pouvant aller jusqu'à la cécité post-inflammatoire. Donc vous voyez, un ensemble de symptômes qu'il fallait prendre en charge. Le point, c'est que si on décrit ça, c'est qu'on veut les prendre en charge et donner les moyens de prendre en charge. Et ces patients, on les a suivis pendant 4-5 ans. Et on voit qu'au cours du temps, les séquelles diminuent, mais aujourd'hui, un tiers d'entre eux ont encore des séquelles, alors que c'était les 3/4 juste après la sortie du CTE. Donc vous voyez, donc on décrit un Ebola long, c'est pour une prise en charge, avec des séquelles, donc encore une fois, liées à la destruction d'organes, liées au trauma, et puis liées à la persistance du virus, comme on pourrait sans doute le voir au niveau du Covid. Le point important également, c'est quand on étudie ensuite dans les liquides biologiques, les fesses, les urines, etc., on s'est aperçu que dans le sperme, jusqu'à 500 jours après la phase aiguë, on pouvait encore trouver du virus. Et chez les femmes enceintes, on a eu le cas d'une femme enceinte survivante qui, lors de sa deuxième grossesse, a de nouveau excrété du virus. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce réservoir, et c'était de savoir jusqu'où on pouvait aller. Et quand je dis également ce qui était important dans notre projet, c'était de travailler avec les chercheurs en sciences sociales. Il y a eu des essais sur les traitements. Et sur la perception des traitements, ça c'était pas notre groupe, le groupe de Bordeaux, sur le favipiravir, une tentative d'anti-Ebola. Et nos anthropologues, quand ils ont discuté avec les survivants, il y avait cette notion que si on t'injecte, on va te tuer. Et donc, ils avaient mis en place tout un système de rejet du médicament, faisant semblant de prendre les médicaments, extraordinairement évolué, qui faisait que les gens qui ont fait l'analyse de favipiravir, oui, notre médicament n'était pas assez dosé, etc., etc. C'est pas qu'il n'était pas assez dosé, c'est qu'il y avait un réflexe lié à la rumeur qui ont fait que beaucoup de survivants faisaient tout pour ne pas prendre le médicament. Donc là aussi, on voit à quel point, si on est bioclinique pur et dur, sans essayer de comprendre nos patients, ce qui est une évidence, eh bien on passe totalement à côté. Alors maintenant, quand on revient sur la maladie, donc on a une forme aiguë sévère, mais finalement c'est qu'une partie. On a des formes on va guérir. Il y a des formes chroniques liées à la persistance du virus. Et puis également, on a travaillé chez les contacts des survivants. On s'est aperçu qu'il y avait des formes asymptomatiques, voire paucisymptomatiques, et que les contacts étaient séropositifs à 10%. Et donc, vous avez, comme toutes les maladies infectieuses, des gens qui vont faire quasiment rien, jusqu'à des formes qui vont être mortelles. Donc ça change également le paradigme, parce qu'on a vu qu'il y avait une possibilité d'avoir du virus qui restait chez l'homme, y compris chez les formes asymptomatiques, et on ne sait pas, et ils ne savent pas qu'ils ont été infectés par le virus, et donc il y a ce portage qui malheureusement peut parfois se réactiver. Donc là, c'est pour vous montrer également l'évolution de nos connaissances. Là, sur le sperme en assuré, on sait maintenant jusqu'à plus de 500 jours qu'on peut être porteur. Avant l'épidémie de 2014, on disait 80 jours. Et au niveau vaginal, pareil, jusqu'à 2-3 ans après, on peut avoir encore du virus. Donc, on a changé de schéma. C'est plus simplement réservoir, etc. On a le virus humain chez les asymptomatiques. Donc là, c'est le symptomatique qui va contaminer, ça on le savait. Quand on est en phase de maladie, on peut contaminer, mais la personne qui va très bien, bah oui, il peut avoir du virus chez lui, qui peut se réactiver. Soit ce virus se réactive, ça peut donner une maladie à minima, une diarrhée fébrile qui peut contaminer, soit une encéphalite, soit voilà. Et sinon, soit rien du tout, mais il en a au niveau du sperme, et via le sperme, il peut contaminer. Dire, est-ce que c'est théorique, est-ce que c'est pratique? Non, on va le voir sur les épidémies, les 2 dernières épidémies qui viennent de se terminer, celle dont je vous ai parlé du Nord Kivu d'Ituri, et puis également celle de la Guinée, parce que l'impact de ces connaissances. Puis en même temps, je vais vous montrer un petit peu également à quoi sert la recherche de laboratoire pour contrôler une épidémie. On est sur l'épidémie de Bandaka, donc Bikoro plutôt, qui est un petit village à côté de moi, c'est en 2018, et puis elle a reflambé en 2020. Là, ça a fait peur, pourquoi? Parce que Bandaka, c'est une grande ville de 500 000 habitants, puis on est proche du fleuve Congo. Donc s'il y a des patients qui prennent le bateau, hop, on est dans la mégapole de Kinshasa, et alors là, ça peut éclater.
D'où les anxiétés. Donc, ce qu'on essaye de faire quand on fait de la recherche avec les collègues du Sud, c'est l'objectif, c'est de leur donner tous les moyens. C'est pas qu'on garde nos moyens pour nous, bien évidemment. Donc là, c'est toutes les équipes, c'est tout le matériel qu'on a pu transférer. Ça, c'est Prof Moyenbe qui est une vedette importante, puisque il a reçu le prix Mérieux pour tous ses travaux sur Ebola, qui est toujours hyper actif. Steve Aouka, c'est son adjoint, et Placide, c'est celui qui était en thèse avec nous et qui est maintenant chef d'unité de viraux. Donc apporter les moyens, ça c'est un Luminex pour faire la sérologie. Là, c'est les tentes de terrain. Là, c'est un laboratoire de terrain. Vous voyez, ça peut se refermer et on peut aller sur le terrain travailler. Et les autres, ce sont les gens de mon unité. Donc, parmi les outils qu'on a implantés, le Manion, que vous connaissez, hein, et donc ça, c'est Placide qui part sur le terrain pour l'épidémie de Bikoro de l'Équateur. Et c'était la première fois qu'on allait utiliser la technique nanopore avec un but essentiel à Bikoro, c'est tout de suite pouvoir dire en quelques jours quelle est la souche. Pourquoi ça? Parce qu'en disant que c'est de l'Ebola Zaïre, d'emblée, on peut vacciner, puisque le seul vaccin qu'on avait, et qu'on a toujours, il est actif contre Ebola Zaïre et non pas contre Ebola Soudan, etc. Donc, un intérêt immédiat d'utiliser ces techniques nanopores sur le terrain, la caractéristique de la souche. Ensuite, c'est comprendre l'épidémie. Ça a flambé à l'Équateur, et quasiment en même temps, ça s'est mis à flamber dans le Nord Kivu, fin 2018. Et on s'est aperçu que ce n'était pas du tout les mêmes souches. Donc c'était un nouvel spillover, et donc ce n'était pas quelqu'un de l'Équateur qui avait migré et qui avait été contaminé là-bas. C'est aussi important en termes de données de santé publique. Donc vous voyez, ces techniques que vous avez vues dans vos laboratoires, etc., en pratique, aujourd'hui, et c'est ça qui est fantastique, parce que dans les pays à ressources limitées, ces techniques, on n'a plus besoin d'un immense séquenceur, c'est qu'on n'est plus limité par l'appareillage. Ce qu'il faut, c'est la connaissance, c'est la formation. Et ça, c'est également un mot-clé par rapport à l'évolution également de la façon de voir les choses, de voir le contrôle de l'épidémie. Et je vais vous montrer également des choses sur le contrôle des chaînes de transmission. Donc l'épidémie se met à flamber au niveau de l'Ituri du Nord Kivu, pour les raisons que je vous ai dit, la guerre, la population. Et ils essayent de contrôler les voies d'échange avec des contrôles routiers. Là, vous voyez, sur cette moto qu'ils ont arrêtée, c'est un mort d'Ebola qui est empaqueté pour aller retourner dans son village pour un enterrement rituel. Donc, la source de transfert entre le chauffeur, quand il s'arrête partout, etc., et puis, vous voyez, ça suinte un peu partout, et quand ça suinte, il y a du virus. Donc, ça vous montre comment le virus, parce qu'il y a cette pression du respect du mort, peut être catastrophique au niveau d'une épidémie. Séquençage sur le terrain. Alors avec des techniques ISEC, et pas seulement Mignon, qu'on a développé, on s'est mis en consortium avec l'US Armée, l'Institut Pasteur de Dakar et nous et l'INRB, et pour séquencer en temps réel. Et pour retracer les chaînes de contamination. C'est pour ça que quand on s'est dit qu'en France, on n'était pas capable de séquencer en zone de guerre, avec une maladie stigmatisante, les Congolais, ils y arrivaient. Donc voilà, et pourquoi on faisait ça? Simplement parce que c'est très important, il y avait des trous dans les chaînes de transmission. Et la stratégie, c'est quoi? C'est vacciner les contacts. Et vacciner les contacts des contacts. Sauf que si on a des trous dans nos chaînes de transmission, on ne sait pas où sont les contacts. Et donc par le séquençage, on peut reconstituer les chaînes de transmission et vérifier si on a bien jugulé l'environnement d'un contact et d'un contact de contact. Vous voyez, c'est un travail de fourmi de terrain. Ça permet d'identifier par exemple des choses qui sont pas anecdotiques, hein, parce que ça a des conséquences. Par exemple, ce pasteur qui est mort d'Ebola, il avait voyagé dans 16 zones de santé et il avait contaminé 53 patients. Donc on voit par ces chemins de comment cette souche est passée, et encore une fois, de pouvoir identifier les clusters et les contacts ensuite pour les vacciner. Donc, simplement pour tirer le chapeau aux gens qui font le travail de terrain, parce qu'on est en zone vraiment de grande violence. Hein. Il y a eu des gens
qui sont morts, il y a les CTE qui ont été attaqués. Pourquoi? Parce qu'il y a la stigmatisation, parce que quand il y a des interventions comme ça, il y a parfois beaucoup d'argent, des ONG, surtout des organismes internationaux, il y a des jalousies, il y a des rumeurs, il y a des croyances qui font que tout ça peut être assez compliqué. Hein. Ça, c'est les différents CTE de Bidin, etc., qui ont été les uns après les autres attaqués. Et donc, c'est vraiment un travail assez fantastique. Il y a également travaillé avec les anthropologues, et maintenant, c'est une évidence. En Guinée, ça n'avait pas été une évidence, en Sierra Leone, et ça a été un grand problème, c'est que les équipes internationales arrivaient, prenaient le cadavre et le mettaient dans des sacs plastiques noirs et se tiraient, sans respecter les croyances. Aujourd'hui, les enterrements sont sécurisés, sont encadrés, ce qui fait qu'en respectant les croyances, bien évidemment, les corps vont moins être cachés, les morts vont être moins cachés, et ça va rendre plus facile le contrôle de l'épidémie. Ça aussi, c'est des avancées des connaissances. Il faut dire que, effectivement, ça paraît toujours fou de voir à quel point les gens peuvent venir avec leurs gros sabots sans respecter les populations. Alors pour revenir sur One Health et l'avancée des connaissances, en février donc, de cette année, alors que l'épidémie avait été terminée, hop, c'est reparti. 8 cas. Alors là aussi, c'était intéressant parce que c'était 8 cas autour de Butembo, donc on est toujours dans cette région-là. L'index cas, c'était une femme de 42 ans qui était la femme d'un survivant qui était suivi. Donc, elle-même avait été contaminée et on a regardé sa souche, et sa souche qu'on voit ici, elle est vraiment la souche de l'épidémie actuelle, donc, enfin de l'épidémie qui venait de se terminer. Donc, ce n'est pas un nouveau spillover. Donc là aussi, on était dans le contexte d'une reprise de l'épidémie à partir de son mari survivant. Pourtant, on l'avait testé en PCR au niveau du sperme en septembre-novembre, il était négatif, mais il y a une fluctuation du portage au niveau du sperme. Elle avait été vaccinée un an plus tôt, ce qui pose des questions sur la longueur de l'immunisation par le vaccin. Et puis, tout ça, ça a une conséquence, puisqu'on a vu que l'épidémie pouvait repartir à partir d'un survivant, c'est qu'il y a la stigmatisation des survivants, considérés comme des bombes virales potentielles. Donc là, en termes de précaution de ce qu'on annonce et de l'importance de cette information, c'est assez important si on ne veut pas les voir se faire massacrer, comme ça a pu se voir parfois. Pour terminer juste sur la Guinée, une parenthèse, quand on a terminé, qui n'est pas une parenthèse parce que c'est aussi ce qui vient de se passer. Donc en Guinée, en 2014, bon, on n'avait pas de contact depuis très longtemps, et puis Alpha Keïta a fait son postdoc chez nous, et Abdoulaye Touré est un épidémiologiste formé chez Pochard, et Saliusso, c'est un infectiologue. C'est des cadras qui ont voulu retourner dans leur pays. Faut savoir quand même là-bas qu'un prof, il doit être payé 300 €, hein, donc faut le vouloir. Et donc, ils sont mis à nous contacter pour qu'on puisse les aider un petit peu. Et donc, on a pensé mettre en place au niveau du campus universitaire, à côté de l'hôpital, un centre très simple, avec prise en charge des patients. Là, c'était le suivi de la consultation des survivants, un laboratoire où on peut tout faire, et puis des salles de cours et des salles de formation. Donc c'est opérationnel. Là, c'est quand on faisait l'état des lieux avec nos trois collègues guinéens. Puis on a mis en place des cours interuniversitaires avec l'Université de Montpellier. On fait un diplôme de santé mondiale, etc. Alors c'est important parce qu'après, il faut écrire des projets pour les aider à vivre au niveau de ces centres. Donc avec les collègues, on a fait un projet One Health qui s'appelle Ebo Health, où on s'est intéressé à la santé animale pour explorer le portage du virus, comprendre l'écologie, la dynamique, la santé humaine, le portage d'anticorps et tout ce que je viens de vous raconter, l'environnement, les facteurs climatiques, environnementaux, et puis les facteurs de société qui permettent de comprendre les rapports entre hommes et chauves-souris, entre autres. Donc ça, c'est une illustration du One Health en pratique autour de ce que nous faisons actuellement en Guinée avec les collègues. Donc, et ça reprend tout ce que je viens de vous décrire, donc je ne vais pas les reprendre en pratique, mais c'est des équipes qui sont totalement opérationnelles. Elles sont totalement opérationnelles à tel point que lorsque l'épidémie a reflambé, là aussi quasiment en même temps d'ailleurs, le 27 février, Anziré-Corée, donc pas loin de l'épicentre de Kédougou, hein, donc dans cette zone de Guinée forestière,
on a pu d'emblée, le CERFIL, ce centre, a pu d'emblée contribuer. D'une part, en faisant le diagnostic. En 2014, il avait fallu faire le diagnostic dans des laboratoires étrangers. Là, les Guinéens, d'emblée, ils ont pu dire c'est de l'Ebola Zaïre, on peut vacciner. Et puis ensuite, ils ont séquencé. Et puis, on a pu mettre en place d'emblée une mission conjointe écologue, anthropologue, épidémio. Et ça aussi, c'est fondamental pour essayer de comprendre, avec, d'une part, au niveau du séquençage, donc pour la partie virologie, je viens de vous le dire, c'est de l'Ebola Zaïre. Au niveau des études de la faune, voir si oui ou non le virus circulait autour des cas, index, donc c'est la pose des faunes, mais tout ça, ça paraît simple, mais c'est extraordinairement complexe parce qu'on est dans un contexte de stigmatisation, de peur, les gens ont peur qu'on les accuse de manger de la viande de brousse, ils ont peur de beaucoup de choses, et donc il faut vraiment faire un travail de fond, et comme c'est des enquêtes, des enquêteurs qui passent régulièrement pour surveiller la faune, ils sont acceptés, etc., c'est un travail de fond, il ne faut surtout pas venir comme ça, déguisé, avec des trucs de protection de type Star Wars, et donc là c'est sûr que c'est la catastrophe, donc il faut faire vraiment des équipes qui soient bien habituées. Et puis les anthropologues, là aussi c'est fondamental, parce que pour comprendre pourquoi le cas index, alors c'est une soignante, donc là aussi on peut penser que si elle a été contaminée par quelqu'un, c'est de par sa profession, quel a été son circuit, quel est son environnement, quels sont les gens qu'elle a fréquentés, etc. Et donc il y a un gros travail d'anthropologie pour reconstituer les chaînes de transmission. Surtout, l'élément fondamental qui est un changement de paradigme, c'est qu'on a analysé la souche. On s'est aperçu que la souche, c'était exactement la même, sans évolution, de celle de l'épidémie de 2014-2016. Ça veut dire que 5 ans après, minimum, il y a eu une résurgence de l'épidémie d'Ebola à partir d'un survivant, qui a pu avoir une forme, un relapse de virus à partir d'un survivant, qui a peut-être fait une forme tout à fait bénigne de diarrhée fébrile, qui a contaminé cette soignante, Lucie, et ce n'est pas du tout un spillover. Donc on change de paradigme, là, complètement, puisqu'on s'aperçoit que l'homme est un réservoir, et que Ebola, ce n'est pas seulement une épidémie, mais c'est une endémie, avec un portage chronique du virus dans un pourcentage de la population. Donc vous voyez cette approche One Health en pratique, à quel point ça peut apporter des choses tout à fait extraordinaires, pertinentes, en étant sur le terrain et en intervenant. Et ça, c'est un élément clé également de l'approche qu'on peut avoir dans le One Health. C'est de la recherche, c'est de l'intervention également qui débouche directement sur des mesures de santé publique. Alors pour conclure sur les enseignements de tout ça, sur l'épidémie d'Ebola, ça c'est la recherche en situation de crise. Quand on se pose la question et qu'on n'a rien préparé, quand on va faire la recherche, l'épidémie, le pic épidémique est passé et en pratique, on peut rien, on n'a rien fait, et si on n'a rien préparé, on recommence la même histoire. C'est ce qui se passait avec les épidémies d'Ebola antérieures. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé la recherche, par exemple sur la fin de l'épidémie, on a commencé à tester le remdesivir, le favipiravir, des anticorps monoclonaux. Il ne s'est rien passé. C'était trop tard. Par contre, ils ont compris qu'il fallait préparer. Donc les autorités internationales, la France, etc. On a préparé quoi? Des protocoles génériques qui permettent de tester tout de suite de nouvelles molécules. La recherche a continué. L'argent pour la recherche a continué. Si bien qu'au moment de l'épidémie d'Ebola en RDC, il a été possible de faire une étude randomisée avec 4 bras. Donc vous voyez, par rapport à l'histoire d'hydroxychloroquine sans groupe témoin, ça fait doucement rigoler, parce que là, ils ont fait en zone de guerre une étude randomisée avec 4 bras, qui ont permis de tester un antirétroviral, le remdesivir, ça ne marche pas. Le monoclonal qu'on avait à l'époque de la Guinée, ça ne marche pas. Mais 2 nouveaux protocoles d'antimonoclonaux qui, eux, marchent. Donc ça vous montre à quel point la préparation des épidémies est importante, et ça revient sur le point sur la création de la nouvelle agence qui vient de se faire, avec le point sur la préparedness, sur l'importance de toute la recherche en amont, qu'elle soit fondamentale sur la compréhension de ce qui circule dans la faune et de la possibilité de devenir transmissible à l'homme, et ensuite de tous les facteurs qui vont faire l'épidémie, ce que j'ai essayé de vous raconter à travers l'histoire HIV et l'histoire Ebola. Et donc on est vraiment à un tournant, car je pense qu'enfin, on a compris que la préparation
est fondamentale. Et ce qui s'est passé sur Ebola entre la Guinée et la RDC en est une extraordinaire illustration, à la fois pour le traitement, mais également pour le vaccin, puisque les vaccins ont été développés, ont été utilisés en fin d'épidémie d'Afrique de l'Ouest et tout de suite réutilisés également au niveau de la RDC. Donc, en s'en donnant les moyens sur une épidémie, un virus qu'on connaissait depuis 1976, il a fallu la catastrophe de 2014 que tout le monde se mette à la craindre pour qu'on développe les fonds et qu'on ait aujourd'hui pour Ebola un vaccin et un traitement. Donc c'est quand même le côté positif, mais en même temps inquiétant sur nos motivations. Voilà, tout ça pour vous remercier et remercier surtout ceux avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est les équipes du Cameroun, de l'INRB et puis de la Guinée. Je vous remercie.